Et on attaque le grand débat dans l'émission ETF. On est en compagnie de conseillers indépendants. On dit bienvenue à Élie Chaplet, responsable financier cabinet Iéna Conseil. Bonjour Élie. Bonjour Fabrice. Et Bertrand Tourmente, gérant Altos Patrimoine. Bonjour Fabrice. Alors on a vu Bertrand, on n'a pas vu encore Élie, on va le voir. Élie, voilà, merci. Responsable donc financier du cabinet Iéna Conseil. Messieurs, on va bien sûr vous poser la question sur votre utilisation des ETF, ces produits qui sont de plus en plus présents et que vous recommandez sans doute à vos clients. Alors première chose justement, est-ce que ces produits sont utilisés? On démarre avec vous Bertrand. Alors oui, tout à fait. Pour ma part, on les utilise dans nos allocations d'actifs. Après, est-ce que vous souhaitez qu'on détaille directement pourquoi, etc. Oui, allez-y, dites-nous tout. Alors, notre principe de travail est assez simple, c'est-à-dire qu'on scanne le marché dans son ensemble et on regarde, on se rend compte assez rapidement que 75% des gérants ne battent jamais leurs indices en fait, ou quasiment jamais. 75% des gérants sur une durée dès lors qu'on prend un peu de distance. Effectivement, c'est-à-dire que dès lors qu'on prend 5 ans de recul ou 10 ans de recul, effectivement, on se rend compte que 75% des gérants ne créent pas de valeur. Maintenant, il reste 25% des gérants qui, eux, créent de la valeur, en fait. Ou surperforment. Surperforment leurs indices. Mais par contre, si on regarde sur 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, en fait, ça a tendance à se concentrer sur uniquement 5% des OPCVM ou des gérants d'OPCVM. Ça, on le savait, Régis, c'est très difficile de battre son indice, surtout, alors une année ou deux, c'est possible, mais sur du long terme, c'est très compliqué. En fait, il faut rappeler un élément, parce que peut-être que les personnes qui nous regardent se disent il suffit de sélectionner les 25% qui surperforment. Je préfère vous prévenir, ce ne sont jamais les mêmes. Sinon, ça serait trop facile. On sait qu'il y a quelques gérants qui sont meilleurs que d'autres, mais il leur arrive parfois, et c'est normal, d'avoir des années de sous-performance. Donc je comprends, Bertrand, que vous avez fait le choix, plutôt que d'aller courir après les 25% et d'aller les chercher, de se dire je vais faire simple, je vais prendre l'indice. C'est bien ça? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que nous, on pense vraiment qu'on peut réunir le meilleur des deux mondes entre une gestion active et une gestion passive. Mais effectivement, ça écrête énormément de gérants et on se concentre uniquement finalement sur 5% des gérants qui arrivent. Et pour toute la partie sur laquelle nos gérants n'arrivent pas à surperformer, à ce moment-là, on se positionne systématiquement sur des ETF. Ça peut être forcément sur tout ce qui est action thématique, tout ce qui est le luxe. J'avais noté le luxe, l'agroalimentaire et l'eau. Systématiquement, on se rend compte que les gérants n'arrivent pas sur la durée. Je pense que j'ai pas vérifié, mais je pense que les biotech, ça doit être à peu près ça également. On se rend compte que le gérant actif n'arrive pas finalement à rentabiliser ses frais comme vous l'avez dit précédemment en fait. Oui, peut-être parce qu'il y en a beaucoup aussi. Alors on va te poser la même question à Élie Chaplet. Justement, quelle a été votre démarche? Quand c'est que vous avez commencé à vous intéresser à ces ETF? À partir du moment où on a commencé à avoir une demande, notamment de diversification au sein des PEA, qui sont une enveloppe fiscale française qui est assez limitée normalement en termes de géographie d'investissement, les ETF permettent d'aller un peu au-delà, d'aller sur des valeurs ou thématiques internationales ou émergentes même américaines. Donc c'est vrai que c'est un outil quand même qui est très pratique. D'abord parce que contrairement au fonds d'investissement, il est très liquide. C'est-à-dire que mon client, s'il veut vendre aujourd'hui, tant qu'il va en marché, il vendra aujourd'hui, tant que le marché est ouvert bien sûr. Dans le cas d'un OPCVM, la vente peut se faire à J+1 voire +2. Donc ça peut poser un problème, notamment si le marché est un petit peu volatile. Pour moi, c'est un outil qui amène à une certaine demande dans la mesure où on a aussi évoqué tout à l'heure les frais. Les frais sont très importants de mon point de vue sur les OPCVM et comme l'a noté Bertrand, le peu de finalement gérants qui surperforment ne justifie pas ces frais importants pour moi. Alors que l'ETF va plutôt tendance à suivre fidèlement son indice avec des frais moins importants. Donc globalement, une performance sur le long terme qui est plus significative que les fonds classiques. Diversification, frais, on a vraiment l'impression que c'est le produit miracle, en plus qui performe ou surperforme ce que peuvent faire les gérants. Est-ce qu'il y a des réticences parfois de la part des clients ou peut-être de conseillers à proposer ce genre de produit? Alors pour les clients, je pense que pas du tout en fait, surtout que s'ils viennent nous consulter, je pense que systématiquement c'est pour avoir une expertise. Donc j'ai jamais vu un client, au contraire, j'ai davantage vu des clients qui me réclamaient des ETF plutôt que des clients qui disent j'en veux pas, j'en veux pas dans le portefeuille. Il n'y a aucune résistance, non, pas du tout. Alors après, on peut imaginer qu'un client nous demande, nous CGP, d'aller chercher l'outil patrimonial qui surperforme les indices. C'est vrai que moi je comprends que ce soit légitime finalement pour un client de dire bon, je fais appel à un professionnel, encore heureux qu'il arrive à battre son indice. Voilà. Donc
ça peut avoir du sens, effectivement, qui nous réclame un super gérant. Est-ce que vous avez l'impression, Elie, que l'intérêt des clients est de plus en plus fort pour ces ETF? On dit que ça gagne alors énormément dans les sphères institutionnelles, ça arrive chez les particuliers. Est-ce que là aussi, il y a des demandes comme chez Bertrand de mettre des ETF en portefeuille? Sur les particuliers, un petit peu avertis, connaissent un petit peu les marchés, ils sont demandeurs, effectivement, même très demandeurs. Pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui est la majorité quand même de nos clients, qui n'ont qu'une éducation financière particulière, il faut quand même leur expliquer, essayer d'être pédagogue, parce que c'est vrai que quand on dit ETF, brut de décoffrage comme ça, il faut quand même expliquer ce qu'il y a derrière. C'est relativement simple à expliquer, puisqu'il suffit juste de dire voilà, que ça suit un indice, que c'est transparent, il n'y a pas de risque plus important à prendre un ETF qu'à prendre un fonds, voire même l'inverse. Donc c'est vrai que c'est rare qu'il y ait une demande de point de vue des gens qui ne connaissent pas grand-chose, entre guillemets, sans vouloir être péjoratif, mais la demande vient plutôt des clients qui ont une appétence déjà pour les finances, qui sont abonnés à des revues diversifiées, qui mettent en avant déjà les ETF assez fortement. Ouais. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez Bertrand, c'est vrai qu'avec l'ETF, on va dire classique, qui va répliquer un Eurostock 50, vous n'avez pas cet espoir de surperformance que vous avez en payant, on l'a dit, cher, un gérant actif. Il y a, à mon sens, deux réponses à cela, mais je voudrais le confronter avec vous. C'est de mettre en place une allocation d'actifs et finalement de faire quelque part de la gestion active avec des produits passifs. Et la deuxième chose, c'est le smart beta, voilà. et qui porte en lui cet espoir de surperformance. Peut-être parfois cette déception, mais cet espoir quand même. Mais au prix de l'ETF. Alors, je suis complètement d'accord avec la deuxième partie de votre réponse, avec la première qui consiste à penser, enfin chez nous, Altos Patrimoine, on considère qu'on est incapable mais très humblement, on est incapable de prévoir la macroéconomie. C'est-à-dire que nous, on considère que des gérants qui vous disent que, je ne sais pas moi, les taux vont monter à telle date ou à telle date, pour nous, ce sont des fous dangereux et il faut s'en tenir à l'écart parce que ça nous fait très peur en fait. Par contre, savoir avoir une stratégie systématique pour dire, bon, ben, quand ça baisse, on rachète et quand ça monte, j'écrète, voilà, nous on gère comme des enfants de 4 ans. Et donc pour répondre à votre point, je pense que l'essor de l'ETF va vraiment se focaliser sur le smart beta comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'à l'avenir, les ETF vont devenir vraiment des outils de construction de surperformance de portefeuille, très clairement. Maintenant, dire qu'on est capable de mettre 20% d'Asie et pas 22%, là moi je sors complètement du débat. Ça peut se faire sous une autre forme. Certaines études académiques dont on peut évoquer ont démontré que la value surperformait les marchés à très long terme, que les small caps surperformaient les marchés à très long terme. À partir de là, plutôt que de mettre un ETF Eurostock 50, vous en mettez comme une petite partie pour rester corrélé, puis vous le tiltez avec du small cap et de la value. Je suis 100% d'accord avec ce point-là et du coup, c'est ce qui nous amène sur le smart beta et j'adore ça. Okay. Ouais. Dernière question pour Elie, justement, l'avenir des ETF, comment vous voyez ça chez les conseillers indépendants? Alors, pour moi, on parlait tout à l'heure de faire de l'actif avec des produits passifs. Notre cabinet est assez récent, donc ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une série de gestion conseillée, c'est-à-dire qu'effectivement on utilise les ETF qu'on place en portefeuille et on essaye d'avoir des entretiens réguliers pour réorienter un petit peu les investissements au même titre que l'a dit Bertrand, c'est-à-dire qu'en fonction des évolutions de marché, quand on considère que les marchés sont trop hauts, se désinvestir, attendre que la vague passe et éventuellement retourner sur les marchés plus tard. Je pense que c'est ça un petit peu l'utilisation, en tout cas moi que j'ai de l'ETF aujourd'hui, c'est de faire des entrées-sorties assez régulières. Mais c'est vrai que l'ETF peut correspondre aussi à un investisseur qui ne veut pas toucher à ses placements, veut rester investi et dit voilà, je vais suivre le marché sur 10 ans. Dans la longue durée. Merci messieurs, Elie Chaplet, responsable financier du cabinet Iéna Conseil et Bertrand Tourmente, gérant Altos Patrimoine. Dans un instant, la suite, on passe à la dernière partie de cette émission, les conseils J'investis moins cher. À tout de suite.